Et oui, d'autant plus que maintenant on est 2 par canton, donc vous avez 2 fois plus de chances de nous rencontrer, statistiquement. On s'était vu l'année dernière, on se revoit, on a un peu choisi des thèmes pour parler de notre bilan. On ne va pas tout vous dire, on ne va pas passer partout, peut-être on répondra à des questions que vous nous poserez tout à l'heure. On a un peu choisi de vous parler des bâtiments, de vous parler également des routes, parce que c'est quand même parmi les compétences au cœur de l'action départementale. Je vous parler du logement social, parce que c'est un des aspects de l'action sociale du département qui est pas souvent mis en avant, et c'est bien qu'on y revienne. Et puis, de façon un peu plus globale aussi, de l'aide que le département apporte aux autres communes, voire communautés d'agglomération, communautés de communes. En l'occurrence, pour nous, c'est cette agropole Méditerranée. Voilà un peu ce qu'on s'est dit pour illustrer l'action de cette année. On peut commencer par les bâtiments, si ça vous convient. Peut-être, je sais pas, on a encore un peu de mal à se partager. Oui. Qui fait quoi on est un jeune couple, vous comprenez, on se cherche un peu, quoi. Puis avec la parité, il faut faire attention. Eh oui. Il faut que ce soit bien égal. Oui. Oui, alors au niveau des bâtiments, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le panel est très large. On peut très bien, le département peut très bien apporter des aides subventionnelles à hauteur de 10 ou 20%, sur, par exemple, des équipements sportifs, la construction d'une école, la réalisation d'un skatepark, la réalisation d'une salle polyvalente. Donc tout ça pour dire que finalement, voilà, le panel est très large. Et là encore, l'objectif, c'est quand même d'être à l'écoute des communes et d'apporter une aide aux communes, autant dans la réalisation, enfin surtout au départ dans le projet, et en ce qui se finalise par des études, qu'elles soient techniques ou architecturales, et ensuite jusqu'à la réalisation. En fait, il y a un suivi, voilà, qui démarre donc par des projets. Mais là, en l'occurrence, c'est des aides qui sont finalisées, qui sont réalisées, c'est ça ? Qui ont été soit réalisées, soit votées en 2018. Voilà, c'est ça. Des exemples pour illustrer ça, il y a eu sur Ballaruc-les-Bains, si on prend plusieurs communes du canton, on a évidemment participé à l'agrandissement de la caserne des pompiers. Donc les pompiers, on le sait, c'est une double compétence, État et département, en ce qui concerne la gestion du personnel. En ce qui concerne les investissements, c'est département et communes. Et là, on a participé à l'agrandissement de la caserne de Ballaruc, ce qui permet aujourd'hui qu'il y ait à Ballaruc des vestiaires mixtes, puisque c'est une profession qui, comme toutes les autres, et heureusement, se féminise, ou en tout cas fait son chemin vers la parité. Donc ça a permis ça. Ça a permis également de doter ce centre de secours d'un accueil qui se fait dans de meilleures conditions. On a estimé qu'il était important qu'on puisse aider la commune à faire cela. Toujours sur Ballaruc, on a aussi contribué au financement du complexe sportif de Pêche-Méja et à la salle culturelle du piano tiroir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces projets sur la commune, mais voilà, le département est présent, apporte son écho, sa contribution financière à ces réalisations-là. Sur Ballaruc-le-Vieux, on a travaillé sur la revitalisation du centre ancien avec eux. C'est un gros projet pour Ballaruc-le-Vieux. L'équipe municipale, depuis plusieurs années, tranche par tranche, mène cette réhabilitation de son centre ancien. Le département avait déjà contribué sur les premières tranches au financement, et là on est resté fidèle sur ce projet. C'est important que quand une ville s'engage sur des projets pluriannuels, on puisse lui dire mais on est là la première année, mais on sera aussi là la seconde ou pas. Mais qu'on puisse dire au maire, voilà, on va vous accompagner que cette année ou sur les 3 ans que durera votre projet. Là sur Ballaruc,
on les accompagnera, on n'a pas l'air que vieux, hein, jusqu'au bout. Malgré notre laïcité très très affirmée, à Vic-la-Gardiole, on va cofinancer la rénovation de l'église Sainte-Léocardie, hein, parce que, au-delà de l'aspect religieux des choses, on est là sur du patrimoine, hein, patrimoine historique, patrimoine culturel, et le département va y contribuer. Si vous passez sur la route départementale qui longe Mireval, et qui va d'ailleurs être le lieu de création du giratoire dont tout à l'heure Sylvie parlait, puisqu'on était en réunion hier là-dessus, vous avez vu que entre la route départementale et le centre culturel des Hauts-Malais, désormais il y a une piste de skatepark avec des modules qui sont superbes, hein, pour les jeunes et moins jeunes de Mireval qui veulent le fréquenter. Nous avons également, le département, participé à ce financement-là. Alors on apporte, Sylvie le disait, un écho relativement modeste, entre 10 et 20%. Enfin, c'est ce qui rend les choses possibles souvent pour la commune, hein, cette aide-là, et c'est important. Je laisserai Sylvie parler de Frontignan, mais je vais dire un mot sur Gijan, hein, comme ça on peut croiser nos compétences. À Gijan, il y a le beau projet de la construction d'une école au Mas des Peyres 2. On apporte notre contribution, hein, également financière là, et également on travaille sur la redynamisation du cœur de ville. On y reviendra un peu plus spécifiquement sur la question des routes, là, hein, sur Gijan. Sur Frontignan, je ne connais pas assez bien pour vous en parler, je laisse à Sylvie le faire. C'est le piège. Bon, voilà, Frontignan, donc on intervient au niveau départemental dans la construction de la maison des loisirs créatifs. Ça, c'est l'ancienne école Sainte-Thérèse. Voilà. Dans la rénovation du terrain de foot, donc de la parade. Ouais. Et bien sûr, dans la construction de la nouvelle cuisine centrale, qui est un projet très important dans la mesure où il va après desservir plusieurs communes. Enfin, il va servir en tout cas plusieurs communes. Et c'est dans le cadre du CIVOM, c'est ça? Alors c'est le CIVOM, c'est la démolition de la cuisine existante sur les anciens terrains de la mobile, hein, pour la dépollution des terrains, qui a rendu ce projet nécessaire. Donc, le CIVOM porte ce projet et le département vient contribuer au financement de la réalisation. Même pour l'essentiel, c'est le CIVOM, mais la région et le département nous aident quand même de façon assez conséquente. Vous voyez, tiens, on parlait tout à l'heure des compétences du département. On n'a pas vraiment de compétences pour aller financer des équipements de ce type. C'est-à-dire qu'on n'a pas de règlement d'aide financière sur la création des cuisines de restauration scolaire. Et là, cependant, on vient aider ce projet du CIVOM du canton de Frontignan parce que ce projet est lié à la dépollution des terrains. C'est-à-dire qu'on rentre au financement par le biais de la reconquête d'anciens terrains industriels qui pourront être utilisés éventuellement pour de l'habitat, dont peut-être de l'habitat social, et le département y est intéressé, qui pourront être utilisés pour du développement économique et dont le département a tout intérêt à ce que sur son territoire il y ait des communes qui fassent du développement économique. Et donc voilà, on est rentré plutôt par le biais d'évolution des terrains de l'ex-mobile que par le biais de construction d'une cuisine centrale. À Frontignan, oui, il y a encore. Alors, on en avait parlé pas mal parce qu'autour de la rentrée scolaire, le président Mesquida est venu faire un tour par ici et vous savez, il a annoncé donc la construction du gymnase pour le collège Simone de Beauvoir. Il y a encore quelques collèges dans le département, il y a 80 collèges dans le département, il y a encore quelques collèges qui ne sont pas dotés d'une salle de sport spécifique. Donc ça, dans les investissements que le département va porter dans les années qui viennent, on va les retrouver. Il y en a peu, je n'ai pas le nombre en tête, mais il en reste peu. Et il y avait parmi ces collèges-là le collège Simone de Beauvoir, dont le président a annoncé que ce gymnase serait financé 2019-2020.
Et 2021, s'il reste un bout à faire en 2021. Donc on est également là très engagé là-dessus. Et puis, si vous avez été attentif, c'est un peu dans la provocation quand même, parce que le président du département de l'Hérault, à plusieurs reprises, mais en session, donc ça s'adressait évidemment à tout le département, a parlé de la mise en place de Hérault Littoral, c'est-à-dire un dispositif qui va regrouper tout ce que nous faisons sur le littoral. Et pourquoi on fait ça? Parce que le littoral connaît des problèmes très particuliers, que ce soit des problèmes liés à la nécessaire réhabilitation d'un certain nombre de stations touristiques. La région s'investit avec son plan Littoral 21, mais il faut qu'on vienne, nous, renforcer son action, prendre notre part. Que ce soit des problèmes liés aux questions climatiques, auxquelles nous sommes forcément très attentifs, que ce soit des questions liées à l'économie de la pêche. On est, je le rappelle, le département de l'Hérault, gestionnaire d'un certain nombre de ports départementaux. On a de très nombreuses raisons d'intervenir sur le littoral. Et ce littoral, il a des particularités dont on a décidé de réfléchir spécifiquement à ce qu'on fait sur le littoral. Ça va même jusqu'au domaine du social, puisque par exemple, dans les stations balnéaires, on voit des gens s'installer de façon précaire, hors saison, en attendant mieux. Et on voit comment ces gens peuvent être pendant quelque temps hébergés dans des conditions relativement satisfaisantes, mais généralement coupés des centres-villes. Or, ce sont généralement des gens en difficulté de transport, en difficulté de scolarisation des enfants. Donc, c'est pas très bon tout ça. Et puis, quand arrive la belle saison, ces gens, on leur dit merci de laisser la place, maintenant on a des touristes qui paient 3 fois ce que vous payez, donc il faut que vous partiez de là. Donc, vous voyez, même dans le domaine du social, il y a une spécificité sur le littoral. Donc, on a décidé de réfléchir très particulièrement sur cette zone-là. Et c'est dans ce cadre qu'on a annoncé que sur notre canton, sur la commune de Vic, mais disons au niveau du domaine des Aresquiers, c'est-à-dire aux confins des communes de Vic, de Frontignan et de Villeneuve-les-Maguelones, qui n'est pas sur notre canton, mais au moins de ces deux communes, Vic et Frontignan, qui sont sur notre domaine, on a donc annoncé qu'on allait tout faire pour créer là une maison du littoral par l'acquisition d'un domaine viticole. Et donc ça, c'est les investissements qu'on annonce pour 2019. En tout cas, les premiers investissements d'études sur la création de la maison du littoral. Pour pouvoir mieux régler le problème des circulations sur la plage des Aresquiers, du parking, on a la saturation, la métropole se développe, de plus en plus de Montpellier-Rhin-Venay, et c'est normal. Le parking y est pour le moment encore gratuit et c'est une des rares places du département de l'Hérault, c'est comme ça. Mais on assiste à des phénomènes d'asphyxie de la bande littorale, donc il faut sans doute retenir les voitures en amont. Donc voilà, on va travailler sur tout ça. En 2019, sur notre canton, là, il y aura des études à conduire avec de l'investissement réellement opérationnel en 2020. Il y a un emplacement téléphonique. Oui, c'est le domaine Casalis, c'est-à-dire que quand on traverse les Aresquiers dans le sens pont Philippe Chapotin vers Vic, à un moment donné sur la droite, c'est-à-dire le côté étant de Vic, il y a les grands bâtiments là, du domaine Casalis. Donc voilà, c'est certainement on essaie d'acquérir cette propriété-là. On est en négociation là, avec le propriétaire pour y installer ça. Mais ça va jusqu'au giratoire des 4 chemins, où on ferait là du parking pour du stockage de voitures, avec la mise en place de navettes pour pouvoir accéder à la plage de façon collective et avec le moins de voitures possible. Alors là, excusez-nous de dire notre petit mot, mais on s'est pas mal bagarré avec notre petit collectif à Vic pour la navette des plages, et on n'est pas sûr que l'aglo va la maintenir. Oui, alors voilà, mais que ce soit l'aglo ou le département, il y aura des partages de compétences. Oui, c'est pour ça que là, ça serait une solution. L'aglo et le département, c'est Mais oui, mais oui. Je pense que si nous, le département, travaille sur la voirie départementale, qu'on arrive à faire du parking en amont, l'aglo viendra apporter sa contribution en matière de déplacement, quoi.
L'agglo aujourd'hui a un peu de mal avec la régularité de la fréquentation. Si on bloque les voitures plus haut, forcément il y aura la fréquentation de ces bus. Donc c'est ces équilibres-là qu'on est en train de rechercher en permanence. Peut-être qu'il faudrait mettre la gratuité, parce que partout ailleurs, Ça, les navettes des plages sont gratuites Et presque oui. partout en France. oui. Quelques exceptions. Et à Frontignan, c'est gratuit pour le parking. Et c'est nulle part ailleurs en France. C'est vrai. Mais bon, ça Mais, dépend des fois si ce serait pas mieux l'inverse, parce que Ah. les gens seraient dans les bus. Vaste débat. Donc Oui. aujourd'hui, nous, ce qu'on Ça, fait, peut en faire on essaie de faire de l'acquisition foncière. Non, c'est bien déjà. Parce que celui qui tient le foncier ici, il tient beaucoup de choses. Et on travaille avec, alors là, c'est avec le Conservatoire du Littoral, c'est avec l'Agglo, c'est avec la commune de Vic, sur le territoire de laquelle ça se situe, une commune de notre canton, qu'on va travailler. Donc voilà voilà quelques exemples pour illustrer l'action sur les bâtiments. Alors vous voyez, ça va d'un gymnase pour le collège, et ça c'est la construction directe, mais sur un terrain que la ville mettra à disposition du département, partage, jusqu'à la future maison du littoral, qui aujourd'hui est un début de projet, mais la volonté est affirmée de le faire, en passant par l'entretien de nos collèges, et le cofinancement, comme on l'évoquait, d'un certain nombre de projets communaux. Vous voyez donc, le département, là, vous le voyez dans toute sa, comment dire, Sur l'ensemble de ses compétences, Eh oui. l'exercice de ses compétences. sur les bâtiments, voilà. Soit on finance un peu, soit on construit directement, soit on achète quelque chose qu'on va réhabiliter, mais on a différents moyens pour y intervenir. Ce qu'il y a de bien, c'est que, par exemple, sur le domaine de Casalis, on réhabilite des bâtiments ou des sites en tout cas, et on leur redonne une autre vie, Qui sont aujourd'hui à l'abandon. et qui sont à l'abandon. On leur redonne une deuxième vie sur des thématiques qui sont aujourd'hui d'actualité, bien sûr. Là, notamment tout ce qui touche le littoral, l'environnement, etc. C'est quand même important. Et vous n'avez pas pensé, enfin je pense que c'est peut-être pas possible, aux bâtiments qui sont dans le bois des Alasquiers, qui étaient autrefois communaux, je pense, mais bon, maintenant, je sais pas. Oui. Alors, ce qu'il faut, c'était des bâtiments où il y avait un gardien, où il y avait eu un peu d'exploitation forestière, même à l'époque. Il y a peu Et de il y gens avait qui un s'en souviennent. camping, Alors, dans le Club de France. Pourquoi on s'intéresse à Casalis? Parce que, alors on est, je le rappelle, sur une zone forcément inondable. Donc on n'a pas le droit de construire. Donc il faut qu'on ait des surfaces existantes déjà suffisamment conséquentes pour y faire rentrer ce qu'on veut y faire rentrer. Le domaine de Casalis, on a des surfaces bâties et historiquement intéressantes d'ailleurs, qui sont là tout à fait suffisantes pour ce qu'on veut faire. Après, sur les autres, on est sur des surfaces beaucoup plus réduites et on n'aura pas certainement la place de faire ce qu'on souhaite faire dans le domaine de Casalis. Mais c'est en ruine, en plus. Et puis c'est complètement en ruine, ce qui reste. Voilà. C'est dommage parce qu'on a laissé tomber en ruine. Ah, c'est- Là, c'est content de ça. Et Casalis, pareil. Et Casalis, pareil. En matière de route, on fait un peu le point aussi là-dessus, parce qu'on a fait pas mal de choses, il y a pas mal de choses prévues également. Tiens, on fait un bout sur les routes. Bon, alors vous savez que la voirie, les routes, ça fait partie des compétences principales donc, du département. Et c'est quand même un budget très important, hein. C'est quand même 60 millions d'euros. ça, Ouais, par an, c'est par ça. an. Grosso modo 60 000 euros. Le budget départemental, c'est 1,3 milliard, 1,4 milliard. Le budget global du département, 1,3 milliard. 60% pour le social. Oui, 60% pour le social, ouais, c'est vrai. 60 millions pour les routes. Et donc il intervient directement sur son patrimoine, bien entendu. Donc c'est quoi son patrimoine? C'est 100 km de voirie, 14 km de pistes cyclables Sur notre canton. et de voies vertes, oui, sur le canton, bien sûr. 40 ouvrages d'art et plus de 250 arbres en alignement. Et parallèlement, d'ailleurs, il soutient également les communes dans leurs projets de rénovation de voiries, bien sûr.
Alors, rien que sur l'année 2018, il a été dépensé quand même 915 000 € sur le patrimoine départemental. Donc, les travaux de sécurisation du carrefour, c'est le carrefour de la Poule d'eau. La poule d'eau. La Ça Poule y d'eau à est, Vic. les travaux sont Qui commencent- vont être déclenchés là, enfin, Les Courant travaux. décembre. Quand Courant décembre. courant décembre. Hein. Démarre courant décembre. Dans la poule d'eau, vous savez, il y a eu ce grand débat, est-ce qu'on fait un giratoire, est-ce qu'on fait un tourne à gauche, etc. Débat qui a été tranché finalement au bénéfice du tourne à gauche. 600 000 € d'investissement, quand même, puisqu'on redresse une courbe, on met à plat et on fait un véritable tourne à gauche avec une voie centrale de stockage des voitures qui vont aller vers nous. Le giratoire était souhaité par le plus grand nombre parce que tout le monde voit dans le giratoire la solution idéale, mais là ça ne l'était pas parce qu'on a personne, enfin, il y a peu de voitures qui arrivent du nord, donc on aurait un giratoire complètement déséquilibré, et dès qu'on a un axe qui domine dans le giratoire, on ne peut plus s'y insérer, quoi. Donc on est sur la solution tourne à gauche. Madame la maire de Vic a donné son accord finalement, donc on y va franco. Début des travaux décembre, ça ne sera pas spectaculaire. En décembre, on va mettre les panneaux, on va faire la préparation du chantier, et c'est réellement début d'année que le gros du chantier va démarrer. Hein. Voilà, et puis parallèlement au fait que je suis conseillère départementale, je suis également donc, la première adjointe de Gijan. Donc, et bien entendu, depuis que je suis élue conseillère départementale, il y a quand même un point très important qu'il va falloir que je souligne aujourd'hui et sur lequel j'ai bien l'intention d'apporter une contribution, c'est concernant la traversée de Gijan et notamment la 613 et la requalification de cette départementale en boulevard urbain. Et ça, c'est un gros projet. Hein. Donc, on a eu une réunion là récemment, hier. On a eu une réunion hier avec les différents services du département qui nous ont présenté une première étude technique, voilà, et architecturale également. Et donc, logiquement, on devrait avoir un avant-projet sous peu et qui sera également présenté à la population de Gijan au printemps. C'est pas un projet un avant-projet qui avait déjà vu le jour en 2017, ça. Le BUG de Gijan. Alors on en parle depuis 2017, ouais, parce que 2017, le maire de Gijan et Sylvie nous disent au département, bon, franchement, quoi, si on attend que vous fassiez une déviation de Gijan réellement, on va mourir. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend la décision finalement d'intervenir sur la voirie départementale qui traverse la ville, en se disant si un jour on fait une déviation, on la fera. Mais là il faut faire quelque chose. Donc ça c'est 2017. L'année dernière on commence à regarder, les services du département commencent à regarder l'inscription budgétaire. On est sur quand même 3 millions, on va taper assez haut. Et 2, la faisabilité technique de ça. Et là, on en est à un avant-projet qui va servir de base à la discussion de la population. C'est ça. Gijan, la traversée, c'est plus de 20 000 véhicules au jour. C'est de nombreux commerces. Sylvie ne le redira pas parce qu'elle est modeste autant pour elle que pour sa ville, mais c'est la ville la plus jeune du canton. Oui. Et c'est une des villes les plus jeunes du département de l'Hérault quant à la population. C'est ça. À Gijan, ils font des gosses. Quoi. Et quand il y en a qui arrivent, ils savent les accueillir. Je ne sais pas si c'est l'air de la gardiole, si c'est... Et cette 613, elle coupe réellement la commune en deux. Ah oui, Et on a d'un côté donc toute la partie de l'ancien village avec sa circulaire et son centre-ville. Et de l'autre côté de la 613, il y a, comme dit Pierre, toute cette génération, cette population de jeunes couples qui sont là, qui sont arrivés il y a quelques années, parce que le foncier était accessible, qui se sont installés. Et donc du coup, toute une zone pavillonnaire s'est développée là au pied de la Gardiole, du massif de la Gardiole. Et avec des jeunes enfants. Donc du coup, voilà, à un moment donné, il a fallu dire,
le village n'est plus concentré uniquement sur son centre-ville, mais il va falloir tenir compte de l'ensemble de la commune. Et tenir compte de l'ensemble de la commune, c'est justement apporter une réflexion quant à la scission qui est provoquée par cette 613. Et le but, c'est quoi? C'est de permettre une fluidité à tous les niveaux, quoi. Que ce soit autant, on va dire, fluidité et puis des passerelles pour permettre aux habitants qui habitent de l'autre côté de venir plus sur le centre-ville, enfin voilà, permettre une fluidité pour les passagers, pour les piétons, pour les modes doux, pour permettre aux enfants de traverser la 613 en toute sécurité également, hein, parce que ça c'est quand même c'est un peu noir. Hein. Donc voilà, le but en fait c'est de d'apporter un peu plus de sécurité, en tout cas aux gens qui habitent la commune, et puis d'agrémenter aussi cette 613 qui n'est pas très belle quand même. Hein. Et oui, c'est 25 000 voitures par jour. Ouais, et à la différence d'un certain nombre d'autres villes, ces 20 000 voitures le continueront de passer. Oui, parce qu'on n'aura pas de déviation. Donc il faut combiner la vie de la ville et ce passage essentiel entre l'est et l'ouest du département. Et d'ailleurs ce passage il est aussi essentiel pour la ville dans la mesure où il y a un grand nombre de commerces qui se sont développés sur cet axe et qui à la fois gagnent leur vie et la font gagner en tout cas aux gens qui les exploitent, et ça c'est bien, mais en même temps rendent aussi un service aux gens qui passent par là. Mais il faut combiner du stationnement, il faut combiner des traversées. Autrement dit, les techniciens hier me disaient ouais, vous nous mettez devant la quadrature du cercle à résoudre, parce que ça on ne sait pas très très bien faire. Mais finalement, quand on voit comment ils ont avancé, on se dit que c'est quand même pas mal. Donc on en est au point où on va pouvoir présenter ça un peu à la population et commencer à en parler. Et ça va de pair aussi avec une opération entrée de ville côté est, à l'ancienne gendarmerie. Vous voyez? Donc là, le département a acheté tous les terrains. Le département a racheté l'ancienne gendarmerie. Et aujourd'hui, il y a une réflexion commune département-ville pour élaborer un projet d'habitation sur ce site-là. Des logements sociaux associés à une petite zone pavillonnaire, ainsi que des bureaux, des locaux, enfin qu'il y ait on va dire une mixité d'opérations qui permettent la mixité du public. Voilà. Le giratoire de Mireval, on y était hier, ça y est, on a un projet convaincant. En tout cas, on a été applaudis à la fin de la réunion. Je ne sais pas si c'est tellement les élus qui ont été applaudis ou les techniciens, parce qu'on aussi on fait preuve de grande patience et de vraie réflexion. Mais donc, ça va être finalisé courant 2019, les travaux 2020. Donc c'est 5 millions d'euros d'investissement. C'est compliqué parce qu'il y a une zone importante d'évacuation des eaux de pluie de la Gardiole, dont il y a un ouvrage d'art, enfin, on en avait parlé. On a maintenant fait toute la partie concertation. Cette concertation le bilan de la concertation sera présenté en février à l'Assemblée départementale et l'enquête publique pourrait démarrer dans la foulée de cette concertation. Voilà. Et avec des travaux donc sur 2020. Et 2019 aussi, c'est une étape importante pour le projet dont on a beaucoup parlé, le doublement de la route départementale 600. Je rappelle que le projet se fait sur un périmètre qui va de l'entrée de l'autoroute jusqu'au carrefour de la Pérade d'entrée dans le port de Cette-Frontignan. Donc on aura courant 2019 l'enquête publique sur ce projet. Et là aussi, début des travaux 2020, mais là on est sur un projet de plusieurs années, vu le nombre d'ouvrages d'art qu'il y a à créer ou à redimensionner par rapport à, mais on avait fait une présentation globale, mais 2019, étape importante, c'est la partie enquête publique. C'est ça.
Alors, entre Frontignan et Balaruc, Frontignan et Balaruc, oui. on voit bien comment il est difficile aujourd'hui de faire ces déplacements. En fait, sur les pistes cyclables, on en parlait encore récemment, durant notre permanence, tout à l'heure. On avait des gens très revendicatifs sur le sujet, ils ont bien raison de l'être. On sait faire les pistes cyclables, il n'y a aucun problème. Quand on est, comme nous sommes au département propriétaire de tant de kilomètres de voirie, c'est relativement facile, généralement dans les bonnes largeurs, on fait des pistes cyclables. Mais à un moment donné, nos routes, elles croisent d'autres intérêts. Elles croisent par exemple le réseau ferré. Et là, ça devient très difficile parce que la SNCF a une vocation qui n'est pas du tout celle de faire des pistes cyclables. Nos réseaux croisent le canal. Et là, ça devient très compliqué parce que VNF a une toute autre vocation que celle de faire des pistes cyclables. On croise aussi l'autoroute. Et comment on fait pour relier une ville qui est au nord et au sud de l'autoroute, quelle que soit la volonté du département, ça devient très compliqué. Et donc on arrive à quoi? On arrive à avoir un kilométrage de pistes cyclables, notamment sur notre canton, qui est plutôt bon, même s'il faut continuer à le développer, et qui est plutôt bon, mais par contre on a des endroits de rupture. Voilà. C'est-à-dire vous arrivez à vélo jusqu'à un endroit, et puis tac, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, et sécuriser un cycliste, c'est pas le sécuriser 1 kilomètre sur 2. C'est le sécuriser du point de départ au point d'arrivée. On veut que tous les gens qui partent à vélo arrivent à vélo, et pas nécessairement en ambulance ou en corbillard. Donc, on s'est concentré pas mal en 2018 sur un certain nombre de points noirs. Isanka, la partie balaruco-frontignanaise à relier, la partie frontignano-lapéradoise à relier, qui sont des points de rupture sur des voies extrêmement fréquentées par les cyclistes et qui le seront d'autant plus qu'on leur permettra une continuité. Parlons d'un point noir qu'on est en train de résoudre et qui est le point sur la commune de Vic où la route départementale passe au-dessus de la voie ferrée. On vient d'avoir l'autorisation par la SNCF d'élargir le pont qui appartient au département, mais qui passe au-dessus de la voie ferrée, donc les normes SNCF s'appliquent. Et on va faire un élargissement en encorbellement, c'est-à-dire qu'on va venir greffer sur la voirie existante, certainement en ouvrage métallique, une partie supplémentaire qui va permettre de franchir le pont. Restera à résoudre l'accès à ce pont, puisque aujourd'hui, même si on a essayé de sécuriser en faisant des pictogrammes des couleurs différentes, on voit les limites que ça a. La signalisation est intéressante, mais elle est quand même limite. Donc il faudrait que quand on arrive depuis Villeneuve-les-Maguelones sur cet ouvrage-là, il faudrait qu'on puisse passer dessous et remonter au-dessus du pont. La SNCF ne nous a pas donné l'autorisation pour le moment de faire passer la piste parallèlement à la voie ferrée dessous. Mais on a le passage sur le pont. Donc on va le faire. En espérant que dans les années qui suivront, on arrivera à convaincre la SNCF de nous permettre de passer sous le pont. Donc là, on est, sur une demi-solution, mais pas une demi-solution au sens qualitatif, parce que la moitié qu'on va faire, elle sera faite et bien faite. Il nous manquera l'autre moitié, c'est le passage dessous pour remonter après au-dessus de ce pont et franchir. Bon, on avance lentement, mais ça a bougé. Et par les temps qui courent, c'est pas dommage. Sur le Frontignan 7, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir utiliser au mieux les voies qui existent, mais qui elles aussi sont en rupture. Donc là, on va travailler, vous savez qu'on passe sur le quai Voltaire. Vous voyez, pour celles et ceux qui connaissent, il faudrait peut-être regarder sur la carte. Mais, tu veux que je te le montre là? Ouais, si tu peux me le situer. Alors, C'est ce chemin de halage. voilà. Et après le quai Voltaire, on prend le chemin de halage, c'est-à-dire qu'on suit le canal. Tu peux le remontrer, s'il te plaît? Quai Voltaire, c'est la partie dans l'urbain, ici. C'est là que Voilà. à partir du pont Levant, là. Voilà. Et on redescend
avec vous sur le plan théoriquement? Théoriquement non, mais on vient de passer une convention avec VNF. Ah, parce qu'on le fait. Hein. Alors, ben, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Délinquant. C'est ça. Oui, mais vous avez déjà fait des trucs pas trop mal à l'intérieur du côté de. On essaie de faire tronçon par tronçon. C'est-à-dire que VNF, en fait, on y va avec la patience. C'est-à-dire, on leur dit, ah, je vais, tous les gens y passent. Oui, mais ils prennent leur risque. Oh, ouais, mais quand même, bon. Puis on passe un morceau de convention sur la partie urbaine. Donc, ça On va. leur dit, écoutez, maintenant qu'on les tente, les gens, il faut bien les accompagner jusqu'au bout. Mais il faudrait prolonger cette convention. Ah oui, mais alors si vous faites une piste là, nous on passe avec nos engins, il faut qu'elle soit de nature routière pour que nos engins puissent passer. Oh ouais, non, on ne va pas faire ça. Nous, finalement, si on aménage à peu près le chemin de l'âge, les cyclistes pourront passer, dont on en est là. Et quand on arrive au pont de la Pérade, on est devant un autre nœud là, qui nous rend difficile l'accès vers Balaruc. Ah oui, sinon, Donc on va passer à l'arrière de la zone d'activité de la Pérade, à l'étang de Namens. Tout le monde voit où c'est l'étang de Namens? Le petit étang. Tu y étais Là. presque? Voilà. Ah oui. On va passer là, On va passer à l'arrière de l'étang de Namens Ah d'accord. pour rejoindre la RD2. pour rejoindre la RD 2E, où on sait que on aura une voie verte qui nous permettra d'aller jusqu'à Balaruc. Donc là, on est en train d'essayer de faire sauter le bouchon entre Fontien et Sète, entre Fontien et Balaruc. Pas le champagne, hein, juste le bouchon. Le bouchon routier. Oui. Le champagne, on se On fera contente- sauter le champagne aussi. Hein. Ouais, on se contentera du pétillant de Muscat de Fontien. Oui. Mais jusqu'à 7, de toute façon, ça va à vélo. Puisqu'après. Après c'est 7, oui. Après Vous c'est avez déjà Ah, la mais- après, oui. passerelle, on voit déjà, elle est bien cette passerelle-là. Ah oui, Et oui. oui, voilà. Quand on est là, on est sauvé. Ah oui. Voilà. Mais faut-il arriver là? Ouais. Hein, le problème, c'est que, enfin, je le redis, mais il faut qu'on ait une continuité, quoi. Et on voit bien comment, et on est tous pareils, on fait tous pareil. Quand c'est facile, on avance vite, et quand ça devient difficile, bon, on s'arrête. Donc cette année, on s'est dit, fin 2018, on s'est dit, ces points noirs que sont le pont SNCF à vie, que sont la partie Frontiano-La Péradoise sur le chemin de halage, et que sont la partie Isanka entre Gijan, Balaruc, et quand on dit Gijan, c'est aussi Montbazin, tout ça, hein, derrière. Il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on travaille là-dessus. Donc on a trouvé là des solutions à peu près acceptables qui seront pour la plupart réalisées en 2019. Donc étude solution 2018, réalisation 2019. Et on va avoir une meilleure continuité hein, sur nos pistes cyclables. Celle d'Isanka, par exemple, ça fait des années j'entends parler de ce petit tronçon d'1 kilomètre qui relie Gijan à celle qui est la piste cyclable de Balaruc-les-Bains, celle qui est existante. Depuis des années, on parle de pouvoir faire le tour des temps de tour en vélo. Alors ouais, Ça fait des années. Le golfe du Morbihan, il y a Donc- longtemps qu'on le fait à vélo. Hein. Ouais. Il y a longtemps. Ah, mais c'est petit. Mais bon, Non, attendez, c'est de tour. mais bon, après, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que des fois, des petits tronçons, des petits morceaux, On met des années et on met des années et c'est pas tout le temps dû à un manque de volonté. Hein. Alors, je peux vous dire que les élus, enfin certains, moi j'en fais pas partie, donc je peux le dire facilement, mais Sylvie y était, on fait don de leur personne. Parce que le maire de Gijan, dans le sens le plus noble du terme, le maire de Gijan, Sylvie, un certain nombre de personnes de nos administrations aussi, ont pris les vélos et ils sont On a allés. testé. Parce que les gens qui font le vélo, vous savez comment ils sont les gens qui font le vélo, ils nous disent non mais vous passez là, mais là on ne peut plus. Nous les élus, on connaît le territoire, mais souvent on ne le connaît pas mètre carré par mètre carré, mais ceux qui font du vélo, ils le connaissent. Donc du coup, il y a des élus qui ont accepté d'aller faire les tours de vélo. C'est ça. Voilà. Et de se rendre compte des vraies difficultés. Voilà. Hein, ils ont mis le gilet jaune pour être en sécurité. Et ils se sont bien rendus compte qu'effectivement, c'était extrêmement dangereux à certains endroits. Nos techniciens qui n'étaient pas convaincus sont allés faire du vélo également. Une bonne façon de les Voilà. Et ils ont vu à quel point ça pouvait être dangereux, quoi. Et en même temps, à quel point les distances de ces bouchons étaient relativement faibles. Et on est confronté à un problème qui est, contrairement à souvent, qui n'est pas un problème d'argent.
Parce que pour faire les quelques hectomètres qui manquent, sincèrement, le budget, on le trouvera. Oui, c'est en fait, On trouvera le budget. c'est l'accord de tout le monde Mais aussi. il faut avoir l'accord de tout le monde. Et parfois, on passe sur la voirie communale. Toutes les communes. Alors, les maires, ils sont bien dans le canton, on les aime tous. Mais ils nous disent, oh, ben, si vous voulez passer là, vous me referez bien la route. Voilà, et là, on commence à se trouver. Voilà. Mais là, ça y est, on a trouvé des solutions dont on peut annoncer très tranquillement qu'en 2019, on aura des continuités rétablies sur un certain nombre de ces pistes cyclables. Et ça ne sera pas dommage. Et on tenait à le dire parce que c'est une forte demande, parce qu'il y a des pétitions, parce que, nous, en tant qu'élus, on pense qu'on a fait de gros efforts sur les pistes cyclables. Parce que quand on regarde les budgets qu'on y a mis, on se dit quand même on n'a pas fait rien. Mais il nous a fallu quand même bien comprendre que ces efforts ils étaient vains si c'était sur si c'était pas en continu. Hein, voilà. On l'a compris. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le choix alternatif qui s'est présenté sur la piste cyclable d'Issanka, c'est que du coup, on passe pas sur la route, on a trouvé vraiment une piste, on va dire, bucolique. Ouais. C'est champêtre. Et quand on va faire un vélo, C'est très, très très chouette, en tout cas les familles vont se régaler, j'en suis sûr. Dans Pompignan aussi, finalement, il y a un tronçon qui m'a donné de chantier, là, en Intermarché. oui, alors ça, Action Ça c'est bien, là. Mais ça, c'est bien, mais seulement après, on a Oui. La cachetterie, tout on ça, se retrouve dans le c'est bien. oui. Alors, on fait c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure avec la traversée de Gijan. Nous, la frontière, on transforme l'ancienne route nationale en boulevard urbain. Chaque fois qu'on peut faire la piste cyclable, on l'a fait. Là, on avait la place, on l'a faite. Point. Ce que je n'ai pas compris, c'est que quand ça a été rénové du centre de Pompignan jusque par là, on n'a pas pensé. Il n'y a pas si longtemps que ça a été tout rénové. Mais sur les parties qu'on a rénovées, il y a soit un espace mixte piéton-vélo. Oui, il y a des biquets, là, tu sais. Et quand on vient du centre de Oui. Pompignan, Oui, ça démarre, évidemment, ça peut pas démarrer. Sur l'avenue des Vignerons, par exemple, c'est-à-dire la partie qui passe devant la station-service totale. ouais. Là, on n'avait pas les largeurs pour faire des pistes cyclables en norme. On a fait des trottoirs larges qui peuvent être vécus comme des espaces partagés. D'accord. Et en plus, on est sur une zone 30, donc normalement les vélos sont dans la circulation. On n'a pas ce résultat-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vélo qui se met dans la circulation sous cette portion, il se met en danger. Hein. Ce dont on est convaincu, c'est que quand l'ensemble du projet sera fini et qu'on sera en zone 30 du début à la fin, les gens les automobilistes prendront un petit peu plus conscience qu'ils sont en zone 30. Et puis on pourra être un petit peu plus sévère. Aujourd'hui, franchement, quoi, vous êtes sur cette voie, il y a une partie zone 30, une partie qui n'est pas en zone 30, une partie en zone 30, une partie qui n'est pas en zone 30. Il faut bien, faut être réaliste. C'est difficile pour un automobiliste de faire ça. Le jour où tout est en zone 30, ça devient cohérent et on pourrait être un peu plus coercitif. Mais c'est vrai qu'on avait un point noir à la montée de Reboul. Beaucoup de gens vont à la zone commerciale à vélo ou à pied, de plus en plus. Donc voilà, on a sécurisé. Là, c'est bien. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant sur les parties qu'on évoquait là. Donc là, c'est de la voirie communale, mais elle vient s'articuler avec de la voirie départementale. Hein, donc il faut qu'on soit cohérent, le plus possible cohérent. On a travaillé sur le logement aussi. Oui. Alors on a un bras armé, le département, avec notre office départemental Héros Habitat, qui est le plus gros office forcément du département. Et qui pratique une politique donc, de construction de logements neufs, mais également de réhabilitation de son parc locatif. Et notamment, il y a eu plusieurs opérations donc, de réaliser dans le neuf, 3 opérations. Les Terres Blanches 2. Alors les Terres Blanches 2, c'est une petite opération, c'est 12 ou 15 logements. C'est ça, c'était 12. 12 logements. Ça se situe dans le quartier des Terres Blanches, à l'arrière de l'école des Terres Blanches. Dans ce quartier, tout s'appelle Terres Blanches, de toute façon, c'est l'école des Terres Blanches. Voilà. Et là, on avait une série de petits garages très abîmés, c'était plus un bout de terrain qui appartenait à la commune. On a confié ça à Héros Habitat, qui a réalisé donc 12 logements sociaux
On doit les inaugurer. Oui, pour le premier trimestre 2019. Voilà. C'est 12 logements. C'est intéressant parce que c'est un petit ensemble d'un quartier déjà construit, mais où on est arrivé finalement à trouver un peu de place pour compléter comment dire, le paysage urbain par ces habitats-là, trouver des solutions aux gens qui ont besoin de se loger, et c'est évidemment le motif principal. L'office départemental est un très gros office, donc il a un peu de mal à conduire les petites opérations. 12 là, c'était vraiment limite. Mais bon, ils ont accepté de venir y intervenir et on a fait ça. Les Pièles qu'évoquait Sylvie à l'instant, donc c'est la ZAC des Pièles, c'est là où il y a la médiathèque Montaigne. Donc là, vous savez qu'on a 30% de logements sociaux qui sont prévus. On avait déjà fait 2 immeubles, enfin, Héro Habitat avait déjà fait 2 immeubles. C'est la résidence Olympe de Gouges et la résidence Nelson Mandela. Et là, on est en train de construire le 3e qui sera livré Premier semestre 2019. fin du premier semestre 2019. Donc là, c'est par contre des opérations un peu plus importantes, c'est 25 logements. Je rappelle que dans le département de l'Hérault et dans notre canton, de façon très cohérente avec le département, plus de 70% des habitants peuvent prétendre, compte tenu de leurs revenus, avoir un logement social. C'est énorme. On n'est pas le seul département de France à avoir ça, mais ça dit toute l'importance que le logement social peut revêtir. Et ça dit pourquoi les conseillers départementaux que nous sommes, leur président en tête, ont été très attentifs aux évolutions du logement social prévues dans la loi Allure. Et quand on voit comment les offices ont été ponctionnés par l'État durant ces 2 derniers exercices budgétaires, on est très très inquiet. Parce que les offices ont besoin d'avoir de l'argent frais pour pouvoir investir. La plupart d'entre eux, dont l'office départemental de l'Hérault, dans cette perspective d'investissement, mettaient des sommes considérables, non pas en réserve, mais en investissement. Et l'État est venu pomper directement dans les caisses des offices, ça s'est passé comme ça. Quand on fait cadeau de la taxe d'habitation, et qu'on dit non, mais ne vous inquiétez pas, on donnera, nous, l'État, la compensation aux communes, il y a 2 solutions. Soit on a une planche à billets et on fabrique des euros, ce qui n'est évidemment pas le cas, soit on prend l'argent ailleurs. Et pour faire le cadeau de la taxe d'habitation, derrière on a tapé les HLM, derrière on a augmenté les taxes sur le carburant, c'est pas du tout avec des idées écologistes, c'est vraiment pour remettre de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà. Enfin, j'espère que les habitants de ce pays se rendent bien compte de ça. Et nous, on a été très très inquiets de voir les ponctions faites dans les offices, notamment l'office départemental. Donc, ceci dit, l'office arrive quand même à investir. On a sur notre canton des réalisations intéressantes et on en est heureux parce que ça correspond vraiment à des besoins de nos habitants. Il faut vraiment qu'on puisse faire du logement social. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand vous voyez les réalisations de Héro Habitat, mais pas que, il y a les autres offices qui savent faire aussi, mais on voit comment les offices construisent des habitations de grande qualité. Moi, je n'ai pas honte d'amener des promoteurs immobiliers qui viennent me voir à Frontignan ou à Gijan. Sylvie n'a pas honte d'amener des promoteurs immobiliers devant du logement social et de leur dire, si vous nous faites quelque chose qui ressemble à ça, ça sera bien. Parce qu'aujourd'hui, la promotion privée, souvent, nous fait des propositions de bien moindre qualité que ce que nous produisons en logement social. Voilà, c'est quand même important de le dire. Donc nous, on est là-dessus assez volontariste. On a un office solide, maintenant on a un office intercommunal avec tout l'habitat qui peut intervenir sur l'ensemble du territoire de cette agropole. Donc c'est très très bien et nous on souhaite une chose, c'est de pouvoir continuer à construire et à réhabiliter. Sur les réhabilitations, Oui, alors sur la réhabilitation, notamment tout le quartier de la Calmette, c'est ça, Calmette ? Calmette. Oui. Calmette. Où là il y a une opération donc je crois que c'est un gros travail de fait sur l'isolation des façades, c'est ça ? Isolation thermique avec des travaux sur les façades.
On a également travaillé sur la cité Joliot-Curie qui est à côté. Alors là, ça a été autre chose, c'est-à-dire qu'il y a l'isolation thermique, il y a aussi la création de balcons. Donc ça, c'est fait. Et enfin l'opération de démolition, reconstruction. Oui, petite opération de démolition-reconstruction sur le plan du bassin, le long de la salle de l'air. Vous savez que là, il y avait 3 petits bâtiments qui étaient gérés par l'office de la SNCF, puisque c'était essentiellement des employés de la SNCF. À l'époque, on disait des employés de gare. Des employés de la SNCF qui étaient logés là. Ces bâtiments étaient des années 60, ils étaient désormais plus aux normes, et dont l'office a décidé de démolir et reconstruire, tout simplement. Voilà. C'est 3 petits bâtiments de 12 logements chacun. En fait, il y en a un qui a été démoli et qui ne sera pas reconstruit, et les 2 autres seront démolis, et par contre, les 24 logements seront reconstruits sur place. Mais ils ne seront plus réservés aux cheminots. Ça sera. C'est ceux qui sont devant la voie ferrée. Oui, c'est ça. Ouais. Rue des Cheminots. Rue des Cheminots. Quand on est face à la salle de l'air, en fait, c'est complètement sur la gauche, en bas de la voie ferrée. Ça démontre aussi à quel point Hero Habitat est capable de s'adapter Ah oui, à tout à fait. tout style de Tout type de travaux, travaux. de pouvoir, voilà. C'est de l'enjeu essentiel, quoi. Enfin, on parle de choses là, l'habitat, quoi. Enfin, nous on disait tout à l'heure le département de l'Hérault, 1,4 milliard, 60% pour le social. Mais le social, finalement, ce mot on le colle comme ça sur des séries d'interventions et on ne rentre jamais dans le détail. Le social, c'est le logement social. C'est pas rien, quoi. Le social, c'est l'aide sociale à l'enfance. On est dans un pays où, comme dans tout autre pays, il y a des enfants qui sont victimes de la vie, c'est-à-dire qu'ils perdent leurs parents, ils n'ont pas d'autre famille. Il y a des orphelins dans ce pays. Il y a également des enfants dont les parents, par les effets de la maladie, soit physique, soit mentale, sont dans l'incapacité de les élever, ou parce qu'ils ont des difficultés sociales majeures et ils ne peuvent pas. Ces enfants-là sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance, ils sont élevés par des familles d'accueil ou un établissement avec des liens permanents avec leur famille si elle existe, et c'est pour ça que en France on ne voit pas d'enfants dans les rues. Comme dans bien d'autres pays, non pas en Europe, mais où on voit ça. C'est ça, le social, c'est ça. Dès qu'on parle de social, on parle les profiteurs. Et voilà. C'est immédiatement ça. Ben oui, il y a des profiteurs du social comme il y a des profiteurs de l'évasion fiscale. Il y a des bandits partout et à tous les niveaux de l'échelle sociale. Dont on fait la chasse aux bandits, forcément. Mais il ne faut pas aborder le sujet par cet angle-là, parce que sinon ça voudrait dire que parce qu'il y a quelques patrons qui ne paient pas leurs impôts, tel que M. Gons est suspecté de le faire, alors ça voudrait dire que tous les patrons sont pourris. Bon, il y en a un certain nombre, j'espère une minorité. Et chez les gens qui ont droit à des prestations sociales, c'est pareil, il y en a un certain nombre. Mais là, on est sûr que c'est une petite minorité qui de temps en temps se laisse aller un peu de profit, peut-être illicite. Bon, mais ça, comme dans tous les domaines, on intervient pour que ça cesse. Mais par contre, après, la masse d'argent qui est investie, 60% de 1,4 milliard, ça sert à faire en sorte que les gens vivent décemment, même s'ils sont au chômage depuis longtemps, vivent décemment, même si la maladie les a atteints de telle sorte qu'ils sont en grande difficulté, vivent décemment, même s'ils sont nés dans des familles très peu favorisées, qui ne leur ont pas permis de faire des études, avec des niveaux culturels qu'ils n'ont pas eu la chance d'acquérir. C'est ça le social. Mais c'est aussi ces enfants dont on ne parle jamais assez. Si, le Front National en parle là en ce moment, chaque fois qu'on dit qu'il faut augmenter les crédits pour l'aide sociale à l'enfance. Oh oui, parce que c'est les petits sans-papiers. Ils parlent de quoi? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent.
Et on a, sur le département de l'Hérault, un grand nombre d'enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance, et c'est bien. La protection maternelle et infantile, c'est bien quand on attend un enfant de pouvoir avoir un suivi médical de qualité. Mais aujourd'hui, il y a bien des gens qui ont des difficultés à avoir un rendez-vous régulier en cabinet de gynécologie, par exemple, ou à faire à l'avance des frais médicaux. Voilà. Et la protection maternelle et infantile, elle est bien organisée dans le département de l'Hérault comme ailleurs, en France. Et ça sert à ça. Et cette prise en charge-là, elle est dans ses dépenses. Donc on est très fiers de ça. Et le logement social en fait partie. D'ailleurs, je vois pas très bien pourquoi on appelle ça le logement social. C'est un peu plus quand même du logement pour tous, quoi. Vous savez, en France, le logement est devenu, pour un certain nombre de sociétés, et c'est bien, tant mieux, nous on n'a rien contre ça, une source de profit. Les promoteurs gagnent leur vie avec ça. Celles et ceux qui achètent et qui vendent des terrains gagnent leur vie avec ça. Très bien. Sauf que tout le monde ne peut pas se payer des appartements à 5 000 € le mètre carré. Voilà. Au pied, le logement libre, il sort 3 000 € le mètre carré. Pour avoir 80 mètres carrés, vous voyez ce qu'il faut sortir. Bon, tant mieux pour ceux qui peuvent. Franchement, moi, on n'a rien contre la promotion immobilière. C'est très très bien ça. C'est parfait. Et d'ailleurs, dans nos villes, il y a de la promotion immobilière et c'est heureux. Et après, les autres, on fait quoi? Et d'ailleurs, le département il propose de l'accession sociale. Il y a l'accession sociale, il y a la propriété, il y a pour les personnes. Donc, tout ça, il faut alimenter. Et dans le social, on peut aussi peut-être parler que en fait, ces 60% sont également répartis sur l'ensemble des publics. Tu parlais des enfants, mais aussi les personnes âgées, avec la PAL, les personnalisées à l'autonomie, le RSA. Pour les allocataires, donc les gens qui peuvent en bénéficier, et puis pour également les personnes âgées, pour la prestation d'handicap. Donc toutes ces aides individuelles, en fait, elles regroupent tout un panel de prestations qui permettent justement de pouvoir apporter une subsistance à des personnes qui sont dans le besoin, et à tous les niveaux et à toutes les échelles, et de tous âges. C'est ce qui est important. Et le département est le seul à faire ça. On supporte ça avec des charges que nous a remises l'État et dont on est fier. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec les difficultés de relations financières entre l'État et les collectivités, on a de plus en plus de mal à assurer ça sans taper dans notre budget. On le fait parce que c'est une priorité. C'est une priorité absolue, donc on le fait. Mais c'est vrai que c'est souvent cette action. Alors en plus, c'est une action qui demande beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des conditions très difficiles. Et c'est une action qui demande beaucoup de discrétion, parce que on parle de la protection des données personnelles des gens via l'évolution des technologies et notamment de l'Internet. Mais la protection des données personnelles des gens, le département, depuis qu'il fait du social, il les assure. Et on ne fait pas de publicité sur ce qu'on fait. Mais en même temps, cet argent-là, si on peut le dépenser, c'est qu'on le fait rentrer dans les caisses. Et on le fait rentrer dans les caisses par l'impôt. Donc il est important de pouvoir dire à ceux et celles qui paient l'impôt qu'une partie sert à la solidarité. Et que si on n'est pas, dans notre pays, comme dans un certain nombre d'autres grands pays, je pense au Brésil, parce qu'il est, pour des raisons électorales, un peu au centre là, de l'actualité. Mais si on n'est pas dans un pays complètement divisé en deux, où les gens se tirent dessus pour pouvoir manger, ou se volent en permanence pour pouvoir manger, c'est bien que grâce au système de l'impôt, grâce au système de la répartition de la richesse, ou d'une partie de la richesse, on arrive à maintenir un peu des équilibres sociaux. Et le département contribue à cela de façon assez importante. Donc voilà, ça fait partie de nos, de nos belles interventions. Mais on aide les riches aussi. On aide les riches. Par exemple, on aide 7 agricoles Méditerranée. Et oui, 7 agricoles Méditerranée, c'est une collectivité comme les autres, c'est-à-dire le département aide les communes, on le disait tout à l'heure, et aide aussi les intercommunalités. Et on apporte notre écho à la SAM.
grosso modo, on a mis 1,7 million quand même en 2018. Vous voyez, sur les projets portés par l'aglo, on en est fiers, et c'est bien. On est présent également, grâce à ça, eh bien, sur le pôle multimodal, la création du pôle multimodal de Sète, la nouvelle gare. Voilà, on apporte notre écho à ça. On est également présent sur le Lido de Sète à Marseillan, puisqu'il y a encore un certain nombre de travaux à accompagner, dont l'écofinance, et bien sûr sur le Lido de Frontignan. On est également présent sur la construction du conservatoire intercommunal sur le quai des Moulins. Là, c'est 40 000 euros. Alors, par rapport au budget global, 40 000 euros, c'est modeste, mais on y est. On y est, c'est-à-dire que ces 40 000 euros-là, que l'aglo aurait pu prendre dans son propre budget, le pourrait les mettre ailleurs. Et c'est bien, par exemple, sur le transport en commun. Donc, on contribue à ces fonctionnements-là. La scène nationale aussi. La scène nationale, le département y met 90 000 euros. Un subventionnement pour les actions faites par la Seine. Alors, bon, l'aglo y met pratiquement 1,2 million, un peu plus d'1 million. Mais voilà, on est également présent là. Donc on aide les pauvres, on aide les riches. Et puis on aide les associations. Voilà. Et je ne sais pas, peut-être que Oui, non, dire c'est vrai, un mot. il y a des associations qui nous aident. Sur le canton, 18 100 euros cette année donnés aux associations. On a réparti sur l'ensemble des associations et toutes les associations du canton peuvent en bénéficier. Ça va de 100 euros pour les plus modestes, parfois 1000 euros pour... Vous aurez la liste complète. Oui, on va vous la laisser. Oui. Parce que le problème, c'est que quand on le vote sur le département, sur 1,4 milliard, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, et en plus, on le vote dans une délibération globale où il y a toutes les associations du département. Bon, ben voilà. Ramener à notre canton, ça se voit un peu plus, c'est-à-dire on dit on est à près de 20 000 euros. Quoi. Là, on se rend un peu plus compte de ce que c'est. Et si on fait la répartition, voilà. Et ça aussi, on est fiers de le faire parce que les associations elles contribuent à la vie sociale, à la vitalité de nos territoires. Donc voilà, on fait tout ça. Quoi. On fait plein de choses. Et modestement, on essaie avec Sylvie sur le canton de rendre compte un peu de notre action, même si c'est bien difficile tant elle est vaste, l'action d'un département. Mais je crois que c'est important que grâce à votre relais, vous puissiez un peu expliquer aux gens ce qu'on fait avec l'argent du département. C'est assez... en tout cas pour nous, ça nous paraît important de rendre des comptes de temps en temps. On voit à quel point en ce moment l'actualité nous le dit. Sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas anodin, quoi. C'est pas quelque chose qui sort comme ça du chapeau. Et non, c'est le résultat d'une histoire. Et on voit à quel point il est nécessaire que les élus descendent sortent de leur tour d'ivoire, souvent même, pour aller dire tout simplement ce qu'ils font, quoi. Tout simplement. On doit des comptes. Alors, communiquer ce qu'on fait avec l'argent que les gens nous confient et dont les gens nous confient la gestion. C'est un peu la conception qu'on en a, tous les deux, quelques autres collègues quand même au département qui font ces efforts-là, mais c'est important qu'on puisse le dire. Voilà. Puis rendre lisible ce que l'on fait, et en sachant quand même qu'il n'y a pas, je pense, une commune qui ne peut pas dire qu'elle n'a jamais eu une aide du département, ça m'étonnerait. Il y a toujours un secteur dans lequel le département est intervenu. Et voilà. Alors c'est pas toujours visible, mais c'est important, donc c'est la raison pour laquelle il faut venir le dire, on le dit. Voilà. Et d'ailleurs, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que ce qu'on met sur nos budgets au département pour aider les communes, on s'aperçoit d'année en année qu'à la fin de l'exercice budgétaire, il y a de l'argent qui reste. C'est-à-dire que, parce qu'on peut aider les communes, mais quand une commune fait un projet, la loi lui impose, c'est normal, de mettre au moins 20% du montant total de l'investissement. Et on voit qu'il y a de moins en moins de communes qui sont capables de trouver ces 20% dans leur propre budget. Elles sont en difficulté, les communes, et elles le trouvent plus simple. Donc, on s'est dit qu'il fallait les aider à construire leur propre demande. Et c'est pour ça que le département, à la demande du président Mesquida, a mis en place une nouvelle structure qui s'appelle Héro Ingénierie,
qui apporte une aide aux communes pour monter leur propre dossier, pour avoir les aides de la région, de l'Europe, de l'État, mais aussi celles du département. Et on reste le département comme ça, la collectivité la plus proche des autres collectivités, la plus en aide aux autres collectivités. Quand on dit que l'essentiel de notre travail c'est la solidarité, c'est au sens le plus large du terme qu'il faut l'entendre. On vous a abreuvé, là, on vous a assommé. Peut-être ça vous inspire quelques questions. S'il y en a qu'on n'a pas encore tué. Le département, il y a quelque temps de ça, a dit qu'il y avait un malaise, une morosité que les maires étaient, on dirait ça, que les maires avaient une certaine morosité suite au rapport qui avait été fait à Paris quand il y a eu les éléments. Et donc que les mairies pouvaient compter sur le département. Oui. Ça a été écrit ça. Hein. Et donc à ce titre, j'aime bien au cinéma tout simplement. Ouais. Est-ce que le département peut intervenir dans le cinéma en continu? Alors financièrement non. Financièrement non. Le cinéma, on est sur quelque chose qui est d'ordre, c'est un investissement privé globalement, dont les règles d'intervention de l'argent public dans l'entreprise privée sont très strictes. Donc là, on n'aura pas d'intervention financière sur le cinéma en direct. Par contre, quand le département aide la commune en venant subventionner la construction d'une école ou autre, elle nous permet à la commune de dégager un peu d'argent de ce projet-là et d'aller nous le mettre dans le cinéma, comme on le fait en proposant la mise à disposition via le bail amphithéotique des bâtiments dans lesquels il y aura le cinéma. Mais d'intervention directe, il n'y en a pas. Oui, non, j'en arrive là tout simplement, c'est parce que bon, il y a une réunion d'information, je crois, que tu as provoqué dans quelques temps pour la présentation du futur cinéma. Oui. Lundi, 19h, sinistre. Mais on n'a pas la réponse suite au recours. Et non, Ah non, le recours c'est dans 4 mois. 4 mois. Alors le recours qui a été déposé donc, conjointement par l'AGLO, le syndicat mixte du bassin de Thau, la ville de Sète et Balaruc. Non. Le lieu, non, pas la ville de Balaruc. Syndicat mixte, l'AGLO, la SA Élite et la ville À de la SA Sète. Élite. Ouais. Ce recours, donc, la Commission nationale a 4 mois pour apporter une réponse. Et voilà. Donc, on ira nous défendre le projet en Février-mars. commission. Ce sera en février-mars. Ouais, février, oui. Fin février. Donc, ceci dit, nous, on n'attend pas que le recours soit purgé pour continuer d'avancer. On est assez confiants. Sincèrement, sur le recours, on est assez confiants parce que notre dossier est bon. Ce à quoi on risque d'être confronté, c'est du lobbyisme fort de la part de la ville de Sète et de l'AGLO. Mais bon, la commission nationale est une commission assez indépendante et je pense que la solidité du dossier qu'on présente nous permettra de l'emporter. Donc du coup, on ne se met pas en position d'attente quand on déroule le projet. Nous, on informe la population, on discute de ça, voilà, on explique ce qu'on va faire. Mais par contre, pour revenir à votre question centrale sur est-ce que le département y viendra, non. Mais parce que c'est pas un choix, là, c'est vraiment la loi nous interdit d'y être. J'ai entendu des échos à la direction régionale en Hongrie, qui a fait des soucis avec le passage de la gare. Ici on a. Oui, bien sûr, il y a des soucis, soucis au sens technique du terme, c'est-à-dire que la gare, on sait qu'elle sera sur l'ancien site de la raffinerie, dépolluée. Le problème qu'on a, c'est que entre les gares, il faut une certaine distance parce qu'il y a des systèmes d'aiguillage, etc., etc. Donc, sur le terrain de l'ancienne raffinerie, il faut savoir si on fait la gare plus près du centre-ville, plus près des bacs existants aujourd'hui, au centre. Bon. Et on va avoir un comité technique d'ailleurs de ces cartes, il n'est pas programmé encore, je ne crois pas. Mais on va devoir en parler parce que selon qu'on l'a fait près de la ville, au milieu des terrains, près du site mobile, on n'a pas du tout les mêmes prix de gare. La gare, elle, c'est le même prix, c'est-à-dire le bâtiment de la gare, c'est le même prix. Mais selon où on la met, il y a des aiguillages à déplacer ou pas. Et quand on déplace les aiguillages, ça fait très vite cher. Voilà.
Donc c'est... Il n'y a pas d'aiguillage dans le secteur. Ah si, si, si. Si, c'est une entrée d'IPCS. Donnez 5 minutes, il faudrait que je parle. Ouais, très bien. C'est un truc Côté 7 alors. Côté 7, C'est la sortie de la gare de 7. Ouais. Il y a la mobile. Il y a la mobile. Il y a la mobile. Il y a la mobile, il y a tout ça. Après, Et- je suis fautif parce que. Et selon où on fait la... Ouais, non, mais on viendra vous chercher. Les anciens, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. La mobile, elle fait plus de trafic. Donc, selon où on va faire la gare, selon où on va faire le bâtiment, il faut ou non déplacer ces aiguillages. Et en gros, le déplacement des aiguillages, c'est entre 8 et 10 millions. Quoi. 10. 10. On est certaine d'une chose, c'est que la gare se situera en bordure de la voie ferrée. C'est déjà pas mal. Donc on fait juste glisser le curseur. La frontière, on est intelligent. On fait les gares près des voies ferrées et les ports près de l'eau. Ça coûte moins cher déjà. Non mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat qui tout de suite fait varier le prix, de toute façon on le sait quand même. Ah oui, il faut changer les signes de place, il faut réalimenter. Ben, c'est 10 millions, c'est énorme. D'un projet de gare qui coûte en gros 20 millions, soit il coûte 20, soit il coûte 30. C'est plus pareil.